now maybe is the time when we start perhaps a discussion. And I think that perhaps between you already, you might have questions for each other. So that's perhaps the first thing that we can do. And I encourage you all also to go on with questions if possible. So I don't know who would like to start. Perhaps I think we have quite a topic here of light in the city, and of course how light can help to reconstruct the city, to reinvent the city, as you said, to change, to reveal new parts of the city. And I think that we've also talked about how to bring together different layers of the city, different components, different partnerships of the city to do that. And also how incredibly rich this urban environment can be with the really multidisciplinary type of art that we can see on the urban spaces. And I've just written down here film, of course, poetry, theater, sculpture, painting. There's so much that we can have as inspirations from other fields of art, but maybe some others. I don't know. Yeah, you start. Now I'm reacting to the story of Christine, because you mentioned that light could transform the image of the city. And in Rotterdam, it strikes me that we usually want to enhance something, like a red bridge becomes in the evening more red, and the green metal bridge becomes a beautiful green. And people who put poetry want it to be lit because they want their message to be shown also during the nighttime. So I just wanted to add to what you said, that in Rotterdam it's usually enhancing an object or a message. Yeah, that's absolutely true. Perhaps my question for all of you is that it's in this interconnection between how do you put too much and how do you curate this narrative in the city in order to make sure that there is not too much, that what you want to show is shown and what you want not to show is hidden, perhaps, and how the message of what the artist perhaps forefront or the city wants to put here in the forefront. I think in the City of London, what we've been looking at is recognizing, the need for lighting and much better lighting, but also recognizing the need for darkness. So it's not about, lighting up everything. It's about carefully understanding what we want to put emphasis on, but also making sure that we preserve some dark pocket in the city. So, for example, the river, especially that now we've got Illuminated River project, we want to make sure that the focus is on the lighting of the bridges and not on us lighting the riverside. But also we've got lots of green areas. So in terms of supporting and making sure that the wildlife and the species that remains in cities can continue to live, we're very careful in terms of what we lit and what we don't lit. And what we've been looking at the moment, because we're still really in the progress of the work, is curating, as you said, is really the word, curating the city, understanding where we want to put all our phases and what we want to keep in the quietness. And it's all connected, I think, to create a much better city and well-being, but also being more sustainable, reducing lighting at night when it's not needed, looking at time profiles. So these are more like technical approaches, but it's the way we approached it in London. Yes, I think you're right when you point this question of too much. The point is here. And in theater, we have the director and the scenograph, and it's a team. So the too much of the lighting designer, there is barriers around. Well, sometimes the director is too much too, but it's another point. But it's true that in terms of urban lighting design, it's the responsibility of the lighting designer, and it's a hard thing to make, how to be sure that it's not too much. And the question of the human, trying to create des lumières humanist light, and it's
very, very difficult. Sur la question du too much, je crois qu'on est aussi confronté, enfin en tout cas interrogé, à un dialogue qui parfois se passe bien et parfois se passe mal entre plusieurs lumières. La ville, en fait, ça n'est pas que de la lumière publique, c'est aussi la lumière des sens privés. Et la tentation, en fait, d'exister par la lumière est quelque chose qui est de plus en plus prégnant sur nos territoires. C'est un des sujets sur lesquels on est en train de travailler à Lyon, parce que il ne faut pas oublier une chose, c'est que la lumière est un moyen d'exister. Et en tout cas, un moyen de révéler, comme l'a dit Christine, et de ce fait-là d'exister. Et toute la question, c'est finalement, est-ce qu'on existe individuellement, c'est-à-dire que je vais exister pour révéler mon activité, ou est-ce qu'on existe collectivement et est-ce qu'on s'inscrit finalement dans un projet commun qui est un projet d'une ville poétique. Je crois que c'est quelque chose qui nous importe. Et là, il y a un véritable questionnement. Moi, je suis persuadé que l'on peut réaliser quelque chose d'intéressant, à la condition justement de donner aussi de la lisibilité à ce projet commun. C'est pas nécessairement très simple, mais la question de l'éducation à la lumière est aussi un des enjeux majeurs, me semble-t-il, aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour certains, de cet échange célèbre entre Serge Gainsbourg et Guy Béart sur la question de la chanson. Est-ce que la chanson est un art mineur ou un art majeur ? Gainsbourg tranchant cette question en disant « L'art mineur ne nécessite aucune initiation ». Il est simple à comprendre, il est immédiatement compréhensible. La lumière, moi je pense qu'elle se situe justement entre les deux, c'est-à-dire qu'elle peut être immédiatement compréhensible, mais sa construction nécessite un vrai professionnalisme et un vrai savoir-faire et une vraie qualité dans la construction d'une ambiance nocturne. Donc voilà, le too much, en fait, oui, il peut exister malgré nous. Sur la question, Christine disait révéler, transformer. À Lyon, il y a 30 ans, il y avait 3 sites éclairés dans la ville. Et les Lyonnais ne sortaient pas la nuit. Il n'y avait rien à voir. Ou très peu. Et en plus, les Lyonnais sont d'une culture industrieuse et religieuse. Donc ils se couchaient tôt parce qu'ils se lèvent tôt. Et puis le reste du temps, ils priaient. Bref. Mais la ville a éclairé plus de 300 monuments dans la ville et il s'est révélé un paysage nocturne, un paysage urbain et une nourriture visuelle. Et cela a transformé complètement la vie de la ville. Voilà. Alors tout est une question de rapport de contraste, parce que en fait la lumière n'existe que par rapport à l'ombre. Donc cette question des rapports de contraste, elle est essentielle à maîtriser. Quand nous avons fait le concours pour l'éclairage des ponts de Londres, nous avons proposé de rééclairer toutes les berges, parce que c'est ça l'écrin des ponts à Londres. On n'a pas été retenu un peu pour ça d'ailleurs, je pense, parce qu'on a répondu à côté du problème. Mais je réponds toujours pareil. Enfin, quand j'ai fait le concours pour l'éclairage du Palais de l'Élysée à Paris, j'ai dit qu'il fallait d'abord commencer par rééclairer tout Paris, parce que c'est un écrin, et cet écrin sodiumescent n'était pas très valorisant pour mettre en valeur un joyau, qui est le Palais de l'Élysée. Merci. On va ouvrir pour des questions dans la salle, donc je suis sûr que vous en avez beaucoup. Yes, Shumandra Ghosh, Artistic Director of Riyadh Art Festival, which is a new festival of art and light that's going to be launched in Riyadh in Saudi Arabia in early 2021. Thank you for an excellent panel, by the way, really stimulating, interesting panel.
And I was struck by something that Madame Richier said, which was that la lumière n'attend rien. And I wanted to adapt that to elle attend la nuit. And I'm interested that most of what I've seen here and most of the projects talked about, with exceptions actually of Rotterdam and London, are projects that depend entirely on darkness and the night. And how can you approach a festival where you also have installations that work during the day, or indeed during twilight, which in the northern parts like London is quite a long time? And I just was interested in what the panelists think about this idea. Is it something that should happen more? Is it something we can work with? Or is it something that essentially you don't need to worry about, just wait for it to get dark? Hi. We did a project with Jeannie Vos, Light Gig. It's in this building at street level. It's 8 meters long. And this is visible during the day as well. And it's all part of location. So if something is visible during the day, and I don't know if this answers your question, you have to check out what location are we in, and does it work here? Or maybe in another location it would be really rather silly to do that. So I think you have to focus on the location to make those choices. But it's not forbidden, and it's also very nice. Ce que vous dites là m'amène à penser aussi que l'obscurité complète, qui est un petit peu la page blanche du lighting designer, est devenue de plus en plus difficile à obtenir dans le spectacle vivant également. Moi, je vois au fil des ans à quel point la législation sur la sécurité nous impose des blocs de secours de plus en plus lumineux, la présence de tout un ensemble de nouveaux appareils qui ont chacun des petites diodes de couleur qui clignotent dans le ciel des cintres, sans compter les portables dans la salle des spectateurs. Et aujourd'hui, on voit par exemple le cas pour des compagnies comme 1420 qui font du spectacle de magie visuelle, de magie nouvelle. On n'arrive plus à obtenir le noir complet dans les salles, alors qu'il y a 30-40 ans, avec Laurent, on pouvait demander à ce que le noir soit absolu. Et cette question de contraste, elle est évidemment aussi importante en éclairage urbain qu'en théâtre. Et aujourd'hui, on pleure l'obscurité disparue. Il y a un très bel ouvrage de Wolfgang Sievelbusch qui s'appelle La nuit des enchantés, qui évoque un petit peu toutes ces questions d'obscurité qu'on a perdues de plus en plus. Et pour répondre à monsieur, je dirais que vous pouvez... La lumière naturelle du jour est déjà un élément avec lequel travailler, surtout dans ce pays-là dont vous parlez. Et la tombée du jour est un moment de grâce et où notre système visuel change d'une vision photopique à une vision mésopique, et vous pouvez aller jusqu'à l'obscurité avec une vision scotopique. Donc il y a tout un champ que vous pouvez exploiter. Notre fête des Lumières à Lyon, elle est nocturne, mais vous pourriez imaginer d'autres formes de fête des Lumières qui travaillent avec la lumière naturelle. Bonjour. Moi, j'avais une question sur avec l'évolution des techniques de vidéoprojection. Est-ce que vous voyez apparaître dans les techniques de mise en lumière des bâtiments ou des espaces publics plus de vidéoprojection permanente, et en quoi ça rebat un peu les cartes et en quoi ça vous donne plus de profondeur dans votre expression artistique sur le city planning? Je souris, et Jean-François, c'est pourquoi je souris. À Lyon, en fait, on a cette expérience donc au travers d'un projet qui a été mené avec des partenaires sur pas loin de la halle Paul Bocuse. Donc la halle Paul Bocuse, pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait, c'est un lieu de l'expression de la gastronomie lyonnaise. Donc c'est là où on retrouve les meilleurs produits sur le territoire. En tout cas, c'est un lieu assez sympathique. Et juste en face, en fait, de cette halle Paul Bocuse, il y a eu cette idée de créer une fresque, donc à l'effigie de Paul Bocuse, et avec ensuite la
la proposition en fait d'une vidéoprojection qui raconte la vie de Paul Bocuse. C'est vrai que c'est une nouvelle forme d'exploration, c'est une nouvelle forme d'expression. Ensuite, moi je pose la question de la lisibilité en fait de ces formes d'expression. Quand j'en parle autour de moi, plein de gens m'ont dit « Ah bon, il y a quelque chose là-bas ?» Alors ça veut dire qu'on a du mal à impacter. Alors c'est vrai qu'aussi c'est peut-être la difficulté aussi de la lumière pérenne. On en avait discuté dans des précédentes éditions. C'est vrai que certains le savent. Je dis souvent, la lumière pérenne, c'est comme la cloche qui sonne toutes les heures, l'heure donc au centre du village. Au bout d'un moment, on ne l'entend plus. Quand elle disparaît, on met du temps en fait à comprendre pourquoi elle disparaît. Mais n'empêche que c'est cet environnement en fait qui s'installe et c'est quand même complexe. Ces transformations en fait sont complexes. Même chose, on a deux tours qui ont des expressions de couleurs qui changent tous les mois, à la fin du mois, voire tous les jours de la semaine. Qui a compris que l'on avait là des tableaux de Gauguin, des tableaux de Delaunay, que l'on avait en fait une couleur ensuite chaque mois et ainsi de suite, ça devient très 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 compliqué. Voilà. Alors après, peut-être qu'il y a des choses effectivement à explorer. Nous, on s'est posé la question parce qu'il y a quand même aussi dans les villes ce besoin d'exister. Alors, ce besoin d'exister parce que chaque fois qu'il y a un événement au niveau mondial, il y a toujours cette envie de dire « j'existe ». Voilà, je suis présent. C'était le cas notamment quand Donald Trump finalement s'est retiré de l'accord de Paris. Tout le monde a parlé de l'hôtel de ville de Paris qui était en verre. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne l'a pas fait à Lyon? Donc il y a quand même aussi ce besoin de communiquer. Quand on est le sommet international, le sommet mondial, donc sur la lutte contre le paludisme, le sida et j'ai oublié la dernière, et la tuberculose, on a eu cette demande en fait aussi de mettre en rouge toute la ville. Voilà. Donc il y a ce besoin de créer de l'événementiel, mais attention. Parce que la vidéoprojection, c'est effectivement quand même très lié à l'événementiel. Attention à ne pas tuer l'événementiel par la permanence de l'événementiel qui fait qu'il va finir par disparaître et il va finir par se confondre avec la lumière pérenne. Moi, j'ai cette conviction. Je sais qu'avec Jean-François, on la partage quand même assez bien, cette conviction. Je dirais aussi attention, alors ça c'est pour remplacer c'est vis-à-vis de deux personnes avec qui je discutais tout à l'heure. Je dis attention aux effets de mode. Comme disait Coco Chanel, la mode se démode, le style jamais. Et donc, est-ce que notre rôle n'est pas justement de créer ce style, de créer cette permanence, en fait, cette beauté au travers d'un style, plutôt que de répondre à des effets de mode? Maybe just to add to that, I think in the city what we're looking at a lot at the moment is the value of experimenting, so the value of indeed trying something for a few days, a few weeks or a few months, learning from it and then understanding if this is something we want to make a bit more permanent or if it was just, a good idea that we want then to readjust, refine and then propose something else or something a bit more adjusted and then come back. And it's this idea of a circle so that we do something, we design it and we readjust it and we readjust it. So I will really see lots of value in temporary or in semi-permanent installation. In terms also of engaging with the local communities, it's a very good way to get them involved and to get some participation and understand what they believe as being, interesting or what they would like to see differently. So it's a very good participatory project as well. So I will really value the short term and the experiment approach. Okay, I think we have time perhaps for one more question, perhaps even two, but if there is one question that we can address now with this panel, it's your chance, do it. We also have a coffee break following, so okay, we still have one question, and then we will break this session. Thank you. Just want to see the relation, if you can say something about natural environment, light.
art and parks, trees, water in the cities? What's the light relations to the natural environment? Hi, in Rotterdam, the landscape department decided not to light a lot of parks, let's say it in that way. So we expressed this to initiators, to artists who come up with ideas, and then with the landscape architects from the city, we speak together and we tell them what people would like so that they know, and there's always a conversation going on. But they are very outspoken about this, and parks in Rotterdam are really not lit or very little. So it's you have to have a vision within the city itself to give people enough information. We can't do that as an art organization on our own. So we support each other in that. Does it mean that people are Yes. not going in the parks at night time? We have parks that are more open in the nighttime, you know, and it's about the location where it is. And indeed, parks are not the places you want to be in the nighttime in Rotterdam. Moi, j'ai éclairé le parc de Gerland à Lyon. Et la commande était que c'était un parc ouvert la nuit. Donc, l'obligation était de l'éclairer. Et comment faire pour éclairer sans éclairer? Et ça a été ma préoccupation. Et finalement, c'est par le travail d'adaptation de la lumière avec la couleur que je n'ai pas éclairé ce parc en l'éclairant. C'est-à-dire que j'ai éclairé toutes les allées en couleur. Il y a une allée jaune, une allée verte, une allée bleue. Et j'ai rééclairé la végétation également avec la couleur, parce que en éclairant en rouge, en vert ou en bleu les plantes, je ne reconstitue pas la synthèse, et donc ces longueurs d'onde sélectives n'ont pas d'influence sur les plantes. Donc voilà comment j'ai détourné la commande. Enfin, cette notion d'éclairer la végétation, parce que c'est très beau, un arbre éclairé, ça peut être magnifique selon son essence, mais il y a aussi cette notion de la temporalité qu'il faut intégrer. C'est que nous n'éclairons pas ces plantes toute la nuit. Donc il ne faut pas trop non plus être stakhanoviste et dire qu'il ne faut pas du tout éclairer ou tout éclairer. Enfin, je veux dire, ces extrêmes-là, ce n'est pas dans les extrêmes que ça se passe dans un juste milieu et qui intègre toutes les dimensions de la lumière. Voilà, cette notion de temporalité est importante. Un acteur, vous savez, quand il est sur un plateau pendant 2 heures avec 100 kilos de lumière, eh ben, il a un peu du mal à aller se coucher après en sortant de scène. Ben, il a décalé son rythme circadien de quelques heures. Pour autant, tous les gens qui travaillent dans le spectacle ne sont pas des fous et ne sont pas malades d'une manière précoce par rapport aux autres. Hein. Donc les plantes, c'est un peu pareil, c'est des êtres vivants, nous sommes des plantes nous aussi. Et voilà, alors il faut faire attention quand on les éclaire, de ne pas reproduire cette synthèse, mais si avec la couleur, ça marche bien. I agree totally. It's not about lighting or not lighting. It's how you light the places. And just to give the example of illuminated river and the bridges, so the way the lighting now is in place is that it leads the underneath of the bridge, but the reflection into the river is much more different than what it was before. So the lighting is very soft and is only at the surface. And we discovered that there were 150 different species of fishes in the Thames, and with the previous type of lighting, which was creating like a wall in the water, these fishes will not have sex anymore. So we don't want to lose all the beautiful fishes, and it's all about how you do it and how do you respect the wildlife, and you can do it, but you have to be careful. Okay, those were some last comments. Thank you very much. I think that we've had
really, really fantastic discussion this afternoon. I hope that you can all take some pieces of this knowledge, of these things that we've discussed now back home. And I think this really can help us all to progress, to understand better, and to progress on creative lighting issues. And I'd like you to join me in thanking very much our panel's speaker. Thank you very much.